J'ai rencontré Harold Buris-Meyer lors des premières recherches que j'avais faites sur les armes acoustiques. Donc c'était l'objet d'un premier livre que j'ai publié en 2011 aux éditions La Découverte. Et Harold Buris-Meyer faisait l'objet de 2 lignes dans ce livre. Et c'est un personnage qui m'avait intriguée parmi d'autres. Il y a un autre bonhomme, Vladimir Gavreau, un Français, qui m'avait également beaucoup intriguée, mais je n'ai pas pour l'instant creusé sur lui. Et du coup, j'ai eu envie de prolonger un petit peu la recherche sur ce personnage, parce qu'il me semblait particulièrement intéressant, à la fois au croisement de la recherche militaire et de l'industrie du divertissement, et à la fois assez effrayant, on va dire, dans les recherches qu'il a pu mener, et comique et grotesque. Et donc cette ambiguïté-là me paraissait particulièrement intéressante à travailler, parce qu'elle me paraît très symptomatique également de ce qu'on vit aujourd'hui. Harold Buris-Meyer est quelqu'un de complètement méconnu, y compris aux États-Unis, au grand désespoir de ses anciens collègues, notamment dans le milieu du théâtre, puisqu'il est quand même l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont devenus des classiques au théâtre. Enfin, il a été co-auteur, il a toujours écrit en collaboration avec d'autres personnes, et notamment sur la scénographie, de manière générale, sur la lumière, et après il s'est vraiment focalisé sur l'acoustique théâtrale et sur le son au théâtre. Et puisque c'est là qu'il débute sa carrière, dans les années 1930, au sein de l'Institut de technologie Stevens, dans le New Jersey. Et il découvre le son au théâtre de manière autodidacte. Et il s'intéresse à toute la chaîne du son. Les métiers ne sont pas encore définis à l'époque de manière aussi stricte qu'aujourd'hui. Si bien qu'Harold Buris-Meyer travaille aussi bien à la fabrication d'une console de diffusion plus consistante que les consoles rudimentaires qui existaient à l'époque. Il s'intéresse également au positionnement des haut-parleurs et des micros dans la salle de spectacle. Il s'intéresse à la fabrication des effets sonores eux-mêmes. Donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de diffusion. Et il s'intéresse également à l'effet du son sur le public. Et c'est vraiment ça qui va marquer l'évolution de sa carrière et qui va lui permettre d'évoluer depuis le théâtre vers l'industrie et ensuite vers la guerre. Ces recherches sont remarquées par notamment la société Musac, qui est la société qui a très longtemps eu une position extrêmement dominante sur le marché de la musique d'ambiance, qui est la société qui a vraiment développé et conceptualisé cette notion de musique d'ambiance. Et Harold Buris-Meyer va servir, avec son collègue Richmond Cardinal, à rationaliser la diffusion de musique d'ambiance et à la rendre la plus effective possible, puisque l'objectif était, en temps de guerre, on est dans les années 1940, de soutenir la production à l'arrière, et donc de trouver des moyens d'augmenter la productivité ouvrière, d'améliorer le moral ouvrier, ce genre de choses. Ensuite, ce sera décliné dans d'autres domaines. La musique d'ambiance aura pour objet d'améliorer les ventes dans les magasins, de rythmer le temps de consommation dans des restaurants, ce genre de choses. Harold Buris-Meyer et son collègue Richmond Cardinal sont vraiment les tout premiers ingénieurs à avoir été sollicités par Musac pour rationaliser l'utilisation de la musique d'ambiance dans les usines. C'est-à-dire qu'ils sont à l'origine aux États-Unis, il y a eu d'autres études en Grande-Bretagne auparavant, ils sont à l'origine aux États-Unis de la première étude marquante, de grande ampleur, largement reprise ensuite, republiée ensuite, sur l'impact de la musique sur la productivité ouvrière, ou pas seulement la productivité d'ailleurs, mais les présences, le moral ouvrier. Donc là on est en 1938-39. Et dans cette étude, ils prennent beaucoup de précautions oratoires à plusieurs reprises en disant naturellement on n'a pas pu voir énormément d'usines, ou bien il n'y a pas assez d'usines équipées pour qu'on puisse vraiment faire une étude de grande ampleur. Mais
Ça ne les empêche pas d'affirmer que la musique est très efficace par exemple, qu'elle augmente de 11,3% la productivité ouvrière quand elle est bien diffusée, c'est-à-dire selon des contraintes précises, pas plus de 20 minutes, après des périodes de silence de 20 minutes, avec certaines musiques en excluant d'autres. Par exemple, des musiques un peu trop enthousiasmantes, il ne faut pas les mettre parce que tout le monde se met à danser dans l'atelier. A contrario, des musiques déprimantes non plus, il ne faut pas les mettre parce que ça ne va pas améliorer le moral. Et donc il commence à définir, en fait, il pose les bases de cette rationalisation de la musique, que Musac va pousser très très loin ensuite, en établissant des codes de stimulus. À chaque morceau musical correspond un code de stimulus qui pouvait aller de -4, je ne sais plus quel était le terme, mais bon, complètement déprimant on va dire, jusqu'à +8 extatique. Et donc non seulement chaque morceau se voit attribuer un code de stimulus, mais Musac détermine qu'il faut, selon les conseils de Buris Meyer et Cardinel, faire des playlists de 15-20 minutes, constituées de 7-8 morceaux chacune. Et à l'intérieur de chacune de ces playlists, le stimulus général de la playlist doit être toujours croissant. Donc on peut partir d'un morceau qui a un stimuli -1, on passe à 2, on passe à 4, on passe à 6. Ça pour un stimuli fort. Si on veut un stimuli moins fort, eh bien on part de -3, -2, -1, 0. Par exemple, quand on veut calmer les ouvriers et les ouvrières. Et tout ça dans l'objectif d'uniformiser en fait l'émotion ouvrière au fil de la journée pour pouvoir mieux anticiper justement la pour pouvoir mieux anticiper la production et pouvoir mieux l'encadrer. Et la musique du coup prend vraiment un rôle à ce moment-là disciplinaire. Sa recherche est également remarquée par l'armée, qui s'intéresse là dans les années, les années 40-41, qui veut développer des nouvelles armes et qui met des moyens considérables dans la recherche et le développement de nouvelles armes, y compris acoustiques. Et donc l'armée va réquisitionner toutes les équipes qui travaillent sur le son, à la fois sur le plan technique et sur le plan psychoacoustique, on va dire. Donc notamment les laboratoires Bell, qui sont une énorme entreprise de fabrication de brevets à l'époque, puisqu'ils pompent des brevets très très régulièrement, ou bien le studio Disney, qui travaille énormément le son à l'époque, le son leur ayant permis, le développement du son sur leurs dessins animés leur ayant permis en fait d'acquérir leur position forte, singulière dans le milieu de l'animation. Et donc l'équipe d'Harold Buris Meyer au sein de l'Institut Stevens. Et là, ils vont mener des recherches de manière assez libre et Harold Buris Meyer s'enthousiasme beaucoup en disant qu'il a un budget illimité pour faire ses recherches sur les effets du son sur l'homme en temps de guerre. Ils vont s'essayer notamment à la recherche de nouvelles armes sonores, ce qui va très largement échouer. Et également, ce qui va réussir, ce qui va être en tout cas mis en œuvre immédiatement, c'est la conception de leurres sonores, c'est-à-dire le développement d'une tactique entièrement neuve pour l'armée états-unienne à l'époque, et qui fait partie d'un cadre beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'il y a eu au sein de l'armée et au sein de la marine des unités militaires spécialisées dans la conception de leurres, c'est-à-dire des décors qui soient un petit peu plus subtils que de simples baraquements en bois, vraiment donner l'impression en fait depuis le ciel, tromper les avions de reconnaissance en faisant croire soit à un camp, soit justement à l'absence de camp en le dissimulant. La fabrication de chars en plastique, l'utilisation de chars en plastique très réalistes et des équipes également qui étaient là pour mimer les opérations de maintenance sur les chars. Et au niveau sonore, il y avait 3 compagnies sonores composées chacune de 150 hommes qui étaient chargées de diffuser depuis des véhicules sonores des bruits d'une colonne de blindés en train de se positionner à tel ou tel endroit, le bruit d'un camp en train d'être monté, d'un camp militaire en train d'être monté, des jurons de soldats, la fabrication d'un pont, voilà, l'activité normale sur un camp.
Et ça, ce sera diffusé, enfin ces véhicules sonores vont être utilisés dans les 2 dernières années de la guerre, en 1944-1945, sur le sol français et sur le sol allemand. Et dans une très moindre mesure en Italie, en mars 1945, pendant un très bref moment. Et serviront par exemple, quand il y avait une brèche dans un dispositif d'encerclement des Allemands, à faire croire justement qu'il n'y avait pas de brèche, le temps qu'une armée puisse arriver à se positionner pour venir combler un trou d'une dizaine de kilomètres dans la façade militaire que constituaient les Alliés. Pendant une dizaine de jours, il y avait eu des diffusions, des jeux d'acteurs, etc., etc. Et pareil, sur le sol allemand, une grande opération de diversion qui avait été menée. Après, c'est difficile d'évaluer l'efficacité militaire réelle de ces dispositifs. Les historiens semblent assez d'accord sur le fait que, du moins, ils n'ont pas nui. Mais ils n'ont pas semblé convaincre l'état-major, puisque la tactique a été complètement oubliée par la suite, pour être redécouverte de façon occasionnelle. Par exemple, dans les années 90, l'armée états-unienne a ouvert de grands yeux en découvrant qu'une nouvelle tactique à laquelle ils venaient de penser avait en réalité déjà été mise en œuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les soldats eux-mêmes qui ont participé à ces opérations restent persuadés qu'ils ont permis de sauver des vies en fait. Ils ont évité que des batailles ne soient menées. Donc ça effectivement c'est difficilement quantifiable, vérifiable. En tout cas, ces opérations n'ont jamais porté atteinte aux intérêts des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la psychoacoustique, elle est découverte au même moment où Harold Burismeyer est sollicité, et son équipe sont sollicités par l'armée états-unienne, c'est-à-dire elle est formalisée, on va dire, en 1940, avec l'ouverture, à la demande express de l'armée états-unienne, d'un laboratoire de psychoacoustique au sein de l'université d'Harvard. Et c'est le professeur Stevens, rien à voir avec l'Institut Stevens, mais c'est un professeur Stevens qui est chargé d'ouvrir ce nouveau laboratoire de psychoacoustique avec la volonté de mieux comprendre la façon dont le son va influencer, enfin comment le son chemine en fait à l'intérieur du corps humain, à la fois sur un plan strictement physiologique, quel est l'impact de certains sons sur l'oreille et comment ils s'acheminent vers le cerveau, et également sur le plan psychologique, c'est-à-dire quel impact certains sons vont-ils avoir sur certaines personnes, voilà, ou sur toutes les personnes. C'est mené d'abord dans un cadre de recherche militaire. Il y a la volonté, par exemple, de définir, d'améliorer la condition des pilotes au sein de l'aviation états-unienne, qui souffrent des bruits forts en fait, qui sont inévitables dans l'aviation. Et donc comment leur donner de meilleures conditions de travail, comment amoindrir l'impact du son. Donc là, on est aussi dans les prémices des recherches de lutte contre le bruit qui sont aujourd'hui très très installées, très reconnues. Et il y a tout un autre pan de la recherche qui est que Harold Burismeyer ne nomme pas vraiment, enfin, qui peut nommer de la psychoacoustique à certains moments, c'est la recherche de sons qui vont, alors lui disait, flanquer les chocottes à l'ennemi. Donc là, on est vraiment tout à fait d'un autre côté, plus du tout du côté physiologique, mais du côté exclusivement psychologique. Et c'est la recherche de sons qui sont soit immédiatement répulsifs, ça a pu faire l'objet de programmes de recherche dans les années 70 aux États-Unis, soit de sons qui vont être intimidants, effrayants, de façon universelle. La recherche dans ce domaine-là n'a pas été très probante, notamment parce que les écoutes sont toutes singulières, les écoutes sont individuelles et il est très difficile de définir des sons qui soient universellement répulsifs. En fait, le caractère répulsif d'un son est culturel. Et donc ça n'a pas été utilisé comme arme, mais ça a permis quand même, toutes les recherches dans ce domaine psychologique du son, de savoir comment mieux diffuser des sons, par exemple, pour obtenir un réalisme parfait. Ça a permis tout un autre pan de la recherche qui a, pendant la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, été exclusivement utilisé dans le domaine des leurres sonores.
Je pense que pour mener une biographie, bon, c'est une biographie subjective, je dirais, puisque c'est une biographie que j'ai faite selon ma lecture propre d'Harold Buris-Meyer, que ne partageraient sans doute pas ses anciens collègues. Je pense qu'il faut nécessairement en fait prêter le flanc aussi à la personne qu'on va étudier, et qu'il y a forcément une ambivalence en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un épouvantail, Harold Buris-Meyer. C'est un homme qui a probablement été très sympathique. Tous les entretiens que j'ai menés avec des gens qui l'ont connu, tous les gens me disaient que c'était quelqu'un de très affable, de très joyeux, qui mettait immédiatement une bonne ambiance dans les endroits où il passait. Et cette ambivalence-là, je la trouve très intéressante justement, et même dans notre rapport à nous-mêmes. Ça fait appel aussi à des choses, je pense, qu'on vit au quotidien, que une personne qui met en œuvre une politique la plus détestable soit-elle, pas nécessairement une politique au plan national, ou qui fait des choses au sein d'une entreprise, même les plus détestables soient-elles, il y a ce côté humain qui peut parfois nous perturber. Mais justement, ça... Harold Buris-Meyer est à la fois, il est très intéressant parce qu'il avait une approche, je pense, très naïve de son objet et qu'il énonçait de manière extrêmement simple et extrêmement frontale des choses que les autres rêvaient de façon un petit peu honteuse, on va dire. C'est-à-dire le souhait de manipulation sonore. Et lui, y allait très franchement, avec beaucoup de jovialité. Bien oui, manipulons, après tout, c'est extrêmement enthousiasmant. Et je pense qu'à travers la figure de Buris-Meyer, en tout cas c'est une des choses qui m'a intéressée, apparaît aussi la figure du scientifique qui est tellement passionné par l'objet de sa recherche qu'il va petit à petit franchir des limites éthiques au nom de la recherche. Et je pensais en plein ce dans quoi on est aujourd'hui, pas forcément dans le domaine acoustique de manière la plus vive, mais notamment dans le domaine acoustique, mais par exemple dans le domaine de la bioéthique, on est en plein là-dedans. Ce qu'on peut rechercher, ce qu'on peut imaginer, ce qui va nous stimuler intellectuellement à rechercher, eh bien, l'humanité le fait, le conduit. Ce qui a mené aux bombes, enfin les bombes A, etc. Ce qui mène à toute la recherche bioéthique aujourd'hui. Je pense qu'au-delà de l'intérêt financier et politique, soit de multinationales, soit d'États, il y a l'ambiguïté de ce désir sincère des scientifiques, de cet enthousiasme en fait des scientifiques pour l'objet de la recherche, qui fait qu'on a du mal à la cadrer et qu'on va s'affranchir de contraintes éthiques au nom d'un intérêt intellectuel supérieur, on va dire. Mais après, c'est très très difficile de revenir en arrière pour poser un cadre éthique à tout ça. Et la figure de Buris-Meyer me paraît justement son côté sympathique évoque tout ça en creux en fait. Il évoque ce rapport nous ambigu, que je dis nous en tant que société de manière générale, que nous avons à la recherche et à la recherche scientifique.